Bonjour tout le monde. Bonjour. Participe. Super. On vient d'ouvrir. Merci à tous de joindre à nous. Nos panélistes sont là. Notre président aussi qui va faire un petit mot Parfait. d'introduction. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On se donne 3 minutes ou Bon, même 2 minutes au maximum, je pense que c'est allez, deux bon. minutes. On va démarrer à 35. Parfait. Bon, ben, moi je me cache. Donc, on va commencer dans 1 minute. Juste le temps de faire encore quelques vérifications, de laisser arriver quelques personnes aussi pour la première édition. Bon, bonsoir à tout le monde. Donc, nous allons commencer cette première édition donc, des webinaires XR donc, organisés par l'association AFXR. Je vais commencer cette séance exceptionnellement un peu par une présentation en quelques mots aussi hein, de l'association, voilà, rappeler un peu voilà, ses objectifs. Et ensuite, je laisserai la parole à ma collègue ainsi que bien sûr à nos invités aujourd'hui, et ça jusqu'à 19h. Donc, ici, notre association, qu'est-ce qui a changé ces derniers temps? Eh bien, un nouveau conseil d'administration, voilà, une nouvelle équipe hein, qui s'investit depuis voilà, la fin 2023 avec Sophie, Tiffany, François, Olivier, Alexandre, Héloïse, David et Romain. Voilà, avec des profils assez différents aussi, une expertise assez différente pour s'impliquer dans notre association. On avait identifié des besoins voilà, au niveau de la communauté XR, notre idée, c'était hein, voilà, d'identifier une volonté de favoriser les synergies au sein de notre communauté et donc les synergies entre professionnels, chercheurs, enseignants, étudiants et de co-organiser des événements d'ailleurs aussi hein, et de se connecter avec d'autres communautés hein, comme la TIEF, voilà, la FIM, la FIA et d'autres. Et tout ça, donc, on a un positionnement un peu particulier aussi, bien sûr, hein, en cohérence avec donc les GDR IGRV, le futur GDR IHM aussi, mais également donc voilà une collaboration avec Laval Virtuel, auquel on a fait aussi déjà des démarches, ainsi que OCNXR, pour lequel nous sommes membres. Ensuite, donc, nous avons pour ça aussi proposé des nouveaux projets des projets selon trois axes, donc de la collaboration. On aimerait hein, faire en sorte qu'il y ait plus d'événements et d'outils qui favorisent un peu les échanges de la communauté. Au niveau de la formation, là-dessus, même si c'est encore qu'à ses débuts, ben, on aimerait promouvoir un peu aussi les programmes de formation à la XR et créer plus d'échanges entre les étudiants et les professionnels. Et puis, la diffusion, donc voilà, rendre plus accessible
les recommandations et les avancées scientifiques au travers voilà, de notre site et d'autres éléments qu'on mettrait à disposition. Des premières actions qu'on a fait aussi dans cette démarche, ça a été voilà, donc, de la diffusion aussi d'informations autour de la XR pour des événements tels que la Journée des femmes scientifiques du 8 mars sur un campus. On prépare aussi des démarches au niveau de la fête de la science. Les webinaires, donc bien sûr aussi, sont au cœur de ces objectifs-là, voilà, avec un principe qui sera la plupart du temps, donc voilà, 3 avis académiques, professionnels autour d'une thématique, à chaque fois différente, et accessible au plus grand nombre, avec comme format, on le verra tout à l'heure aussi, voilà, 3 présentations aussi des travaux de chaque intervenant, et puis des minutes aussi, du temps d'échange, une table ronde qui sera prévue à chaque fois. Prochain événement aussi dans tout ça, eh bien, les journées françaises aussi de la XR qui reviennent. Et pour ça, donc, à nouveau, un temps d'échange sous un autre format cette fois-ci, où on va être ensemble voilà, sur un site avec des démos, avec des ateliers, avec des keynotes durant 3 jours, les 29, 30 et 31 octobre 2024 en tout cas, prévus à l'Université d'Evry, Paris-Saclay. Voilà, et puis enfin, pour ceux qui ne font pas partie de l'association, pensez aussi bien sûr à nous rejoindre avec, donc, pour bénéficier de rencontres, découvrir les formations, consulter aussi bah, voilà, l'annuaire par exemple avec tous ces professionnels aussi et ces experts qui sont là, et puis voilà, accéder potentiellement aussi à de nouvelles ressources qui seront bientôt disponibles. Voilà pour une présentation un peu globale de l'association. Et puis, bah, je vais passer la parole du coup à ma collègue, à Sophie. Ouais, alors bonjour à tous. Alors, moi aussi, je vous remercie tous d'être venus si nombreux pour la reprise des webinaires de la FXR. Aujourd'hui, nous avons choisi de le centrer sur les défis que doivent relever les acteurs de la filière dans les industries culturelles et créatives. Et en fait, c'est évidemment impossible d'être exhaustif en 1 heure et demie sur le sujet des industries culturelles. La culture revêt de nombreux aspects et la créativité est infinie. Donc, bon, ça va être compliqué en 1 heure et demie de tout concentrer. Pourtant, on a fait appel à 3 intervenants qui ont accepté l'invitation et leur expertise se complète. Et à mon avis, ils vont pouvoir nourrir une discussion assez vive et assez intéressante sur la création XR et de réfléchir sur les conditions de l'adoption de ce type de technologie ou des accès au contenu par le grand public. Alors, nos 3 intervenants sont en premier Axel Buendia, qui est l'un des fondateurs de la société SpearOps, qu'il a créée en 2004, qui fournit des services et des outils autour du thème de l'intelligence artificielle. Il a été professeur associé au CNAM et au CNAM Engineering pendant 12 ans et il a été nommé professeur titulaire de la chaire Médias interactifs et numériques au CNAM en 2020. Il est directeur encore du CNAM Engineering. Et sa double casquette lui permet de rester connecté à la recherche tout en étant à l'écoute des besoins industriels pour anticiper les futures évolutions de l'intelligence artificielle, en créant des outils avancés pour concevoir les comportements numériques de demain. Nous avons également invité Léa Dedola, qui est artiste, titulaire d'un doctorat en art de la scène et de l'image. Elle occupe le poste de chercheuse associée au sein du laboratoire Passage 20 et 21 à l'université Lyon 2. Elle a participé à la création de plusieurs œuvres en VR comme Winter Break en 2020 ou Quand le cœur se serre en 2022. Et aujourd'hui, elle travaille sur des œuvres hybrides, notamment un spectacle de cirque numérique qui s'appelle Vibo et qui sera performable en 2026. Je crois que c'est ça, Léa. Ouais. Son ouvrage, elle a publié un ouvrage aux éditions de l'École des Mines qui s'appelle Les émotions dans la création artistique, art numérique et film VR, qui permet de synthétiser en fait son approche des arts numériques et des émotions. Et si vous voulez plonger un peu plus largement dans son travail, je vous invite à visiter son site qui est leadedola.com. Enfin, Frédéric Lecomte de Backlight. Voilà, il a confondé le studio d'animation et de post-production, donc Backlight, en 2008.
L'équipe Backlight vient du jeu vidéo, mais ils ont diversifié leurs activités vers de nouveaux usages numériques avec la réalité augmentée en 2010 et la réalité virtuelle dès 2014, les pionniers. Donc leur philosophie se base sur deux axes qui sont vraiment des piliers. Il y a l'excellence dans la production des créations et la maîtrise d'un storytelling immersif particulièrement innovant et toujours d'actualité, même pour les plus vieilles créations. Aujourd'hui, Backlight affiche un palmarès VR de 80 projets et des expériences immersives développées pour des marques, le divertissement et la culture. Le Bal de Paris est probablement le plus connu, enfin la création de Bal de Paris est certainement la création de Backlight la plus connue du grand public en tout cas. Cette création a remporté un Lion à la Mostra de Venise en 2021 et en fait les créations du studio pour le divertissement sont présentes dans plus de 130 salles au niveau distribué et vu et performées dans plus de 130 salles au niveau mondial. Donc voilà pour la présentation de nos trois invités. Alors, je vous rappelle la structure de ce webinaire. On commence par la présentation des retours d'expérience de nos trois intervenants. Et pour la prochaine demi-heure, ou un petit peu moins, voilà, on va essayer de vous dire de rester dans les temps pour qu'on puisse avoir ensuite un temps de discussion, donc d'une table ronde qui va durer de 35 à 40 minutes. Et bien sûr, nous terminons par les échanges de questions-réponses dans les dernières minutes du webinaire. Donc, je vous propose de commencer par la présentation du retour d'expérience de Axel Buendia. Axel, c'est à toi. Un grand merci. Ravi d'être là ce soir et merci pour l'invitation. Donc, du coup, je vais virer ça. Hop. Allez, merci. Du coup, les recherches, il y a deux thématiques qu'on va mettre en avant ce soir. La première, c'est comment peupler les mondes virtuels. Et la deuxième, c'est comment intégrer des êtres vivants dans ces mondes virtuels, notamment avec les problèmes de captation du corps. Je remercie Thibaut et Benoît qui ont fait la présentation. Hop. Spirops, très rapidement, c'est une société qui a été créée il y a une vingtaine d'années. On fait que de la recherche. On est basé à Paris, une vingtaine de personnes, et on travaille particulièrement sur l'IA décisionnelle, c'est-à-dire comment on fait prendre des décisions à des personnages virtuels en général, mais ça peut être des décisions plus en général, comme la voiture autonome, ce genre de choses. Hop. Pour vous montrer un peu l'idée, donc l'idée de tout ça, c'est d'arriver à créer des petits personnages virtuels pour animer des mondes et les peupler. Donc les mondes virtuels, souvent, ils sont vastes, notamment avec l'arrivée des métaverses. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à les peupler de manière automatique. Donc là, c'est un petit exemple utilisé autour de la simulation de train pour vous montrer qu'on peut générer des comportements très réalistes sur les placements des quais. Donc c'est un travail qui a été fait avec la SNCF à l'époque. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Ça, c'est un système un peu plus complexe. L'idée, c'est d'être capable de modéliser complètement des villes automatiquement. Donc, cette fois, on ne s'intéresse plus au comportement des gens, mais aux villes, comment on génère des quartiers entiers, et à base d'open data. Donc là, on va récupérer des données open, soit OpenStreetMap, soit open data, comme la ville de Paris, par exemple, qui a pas mal de données open data. Et l'idée, c'est de générer tout automatiquement sans que l'utilisateur ait rien à faire. Donc là aussi, on est contraint par les problématiques de à quel point c'est compliqué de générer des quartiers complexes. Je ne sais pas pourquoi il se met en pause toutes les 2 secondes. Et sinon... Bon. Donc là, on peut sélectionner n'importe quel quartier de la ville et automatiquement, le système va récupérer les données open source, open data, générer les immeubles en fonction. Ce qui est intéressant, c'est qu'il génère les immeubles, mais il génère aussi toutes les données sémantiques de l'univers. Il va pouvoir générer les feux, les passages cloutés, les passages piétons, les trottoirs, les routes, les voies de circulation, les places. C'est très pénible. Donc là, on a une comparaison entre le vrai quartier tel qu'il est vu aérien et le quartier généré. Donc c'est du géotypique, hein, on n'a pas exactement
comme on n'a que des données de surface du sol et le nombre d'étages, et c'est quand même très ressemblant. Et après, comme on a toutes les informations sémantiques, on est capable de peupler les univers avec des véhicules, des piétons, des vélos, etc. Donc là, on a le même genre de choses, mais avec des... Donc là, on va se concentrer un peu plus sur les comportements urbains. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des comportements réalistes en termes d'urbanisme. Et du coup, on voit des feux, des passages sculptés, des piétons qui traversent en dehors des passages sculptés. Donc l'idée, c'est d'avoir tous ces comportements automatiques. Là, on voit même les entrées de bouches de métro qu'on est capable de détecter et de modéliser automatiquement. Donc là, les assets graphiques sont des assets qu'on a achetés sur Internet. C'est pas l'enjeu pour nous. Mais l'idée, c'est d'être capable d'animer n'importe quel type de personnage. Je vais aller un peu plus loin. Là, on voit des gens qui marchent sur le bord des trottoirs, des voitures, les gens qui sortent des bouches de métro. Là, la circulation, c'est le passage Le Dru-Rollin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le carrefour entre le Faubourg Saint-Antoine et l'avenue Le Dru-Rollin, avec les métros ici, les métros Le Dru-Rollin. Donc c'est un carrefour qui est assez compliqué. Enfin, assez compliqué, non, mais il y a des feux. Quand les gens sont pressés, ils s'engagent et puis après, ils n'arrivent pas à passer, comme d'habitude. Voilà un peu l'idée. Maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect, c'est que tous ces personnages, c'est sympa, mais il faudrait qu'on puisse les animer correctement. Et pour ça, on s'intéresse beaucoup à l'animation automatique et à l'animation procédurale. Et donc, du coup, dans ce système-là, l'idée, c'est de récupérer des mouvements et d'être capable de générer des mouvements automatiquement de marche. Donc là, les gens fixent la caméra. Là, on a en entrée des données qui ont été motion capturées, par exemple, et on est capable de déformer les animations avec des petits sliders. Donc là, rien de très exceptionnel. Ça permet de générer des styles de marche très différents. Par contre, on a du retargeting automatique sur les squelettes. Donc les squelettes ne sont pas les mêmes, on est capable de retargeter automatiquement, puisqu'en fait, on se place dans un niveau de contrôle plus simple, qui n'est pas celui du squelette lui-même et de l'interpolation entre les os et les rotations, mais un système de contrôle plus simple à base d'équilibre, d'animation, de gestuelle et de target, de cible, de ciblage de position de main ou de pied, etc. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir un contrôleur très haut niveau. Ce contrôleur, l'intérêt, c'est qu'il peut du coup apprendre des styles, il peut être capable de copier, il va régler ses paramètres automatiquement sur une animation qu'on aura faite à la main ou qu'on aura motion capturée, et du coup, je pourrais la transposer, la jouer dans n'importe quelle circonstance et surtout la déformer. Si le personnage doit regarder la caméra, comme c'est le cas, là, j'ai l'animation de marche qui a été motion capturée, mais le personnage continue de regarder la caméra, il déforme la colonne vertébrale automatiquement sans que ce soit dans l'animation initiale. Là, du coup, on a poussé le vice encore un peu plus loin. L'idée, c'est carrément d'avoir des notions d'émotion. Donc, on a une marche neutre et on va appuyer sur des boutons. Donc là, on peut changer des facteurs comme tout à l'heure, les mêmes facteurs à peu près que tout à l'heure. Sauf que l'idée, c'est d'avoir groupé ces facteurs en disant qu'est-ce qui fait qu'une marche est triste et gaie et joyeuse et prudente et apeurée. Et donc, du coup, on a catalogué, on a fait toute une analyse. Enfin, il y a eu pas mal d'articles. Il y a eu un article scientifique qui a été publié. On a fait une analyse sur pas mal de bases de données de mouvement pour arriver à caractériser ces émotions dans le mouvement. Et après, l'idée, ça a été de créer un surcontrôleur qui est capable de régler ses paramètres à partir de données très simples au-dessus, qui est la couche expressive. Donc, on va avoir quelques exemples. Donc là, la personne va faire une marche apeurée. Pardon, anger, c'est en colère. Là, la personne est triste. Happiness, elle est joyeuse. Donc voilà, ça, c'est les premiers travaux de recherche. C'est terminé il y a quelques mois. Et donc, on continue d'améliorer le système de changement. L'idée, c'est de pouvoir changer n'importe quelle animation, pas seulement la marche, mais d'être capable d'adapter n'importe quelle animation pour y ajouter des émotions. Parce que nos personnages virtuels, évidemment, on est capable de leur faire ressentir des émotions, stimuler des émotions, mais il faut que ce soit retranscrit, sinon pour le spectateur et l'audience, ça n'a pas d'intérêt. Hop. Et le dernier point que je voulais voir, c'était le problème de l'incarnation d'une personne physique. Quand je dois m'incarner dans cet univers, la question se pose de comment je peux bouger, sachant que le système de base ne va capter que ma tête et au mieux et mes mains. Et donc l'idée, c'est de comment je peux retranscrire un squelette entier à partir de la tête et des mains.
Donc là, vous voyez à droite la personne qui gère la motion capture et à gauche le squelette retranscrit. Ça marche en temps réel. Là, c'est sur un Vive, mais ça marche aussi sur des casques embarqués comme le Quest, par exemple. Donc là, on traque les 3 points, le casque et les 2 points des manettes. Et à partir de ces 3 points, on va reconstituer tout le squelette avec l'animation de marche correspondante. Alors, c'est pas parfait, hein. Vous voyez, les pieds sont pas pile au bon endroit. Parfois, il y a un mauvais démarrage de pied. C'est vous partez pied droit et démarre pied gauche. Mais globalement, pour un observateur externe, c'est assez crédible. Et du coup, on obtient une animation qui est assez bonne et très correcte et qui permet du coup d'avoir vraiment un embodiment, surtout dans des espaces collaboratifs où je vais pouvoir voir d'autres joueurs et donc je vais pouvoir voir tout leur corps. Comme les mains sont captées à partir des capteurs des mains, évidemment, on a une très bonne interaction au niveau des mains puisque du coup, on les suit en temps réel. Et ça, c'est la même chose, mais avec un miroir pour qu'on puisse se voir une petite expérience. Donc, on travaille beaucoup sur tout ce qui est animation procédurale, contrôleur. Là, c'est l'idée, c'est un contrôleur qui est contraint par la tête et les mains. On peut créer des actions, hein, récupérer des objets, les tenir dans ses mains, changer, c'est retargetable, donc on peut changer le squelette d'animation. Tous les systèmes s'adaptent automatiquement. L'idée, c'est de faciliter un peu, quand on crée des univers virtuels en VR, toutes ces petites interactions coûtent très cher à développer, et l'idée, c'est pourquoi les redévelopper à chaque fois alors qu'on peut avoir un système un peu générique. Alors, il y a des systèmes génériques qui existent, mais c'est rare qu'ils encapsulent à la fois la prise, l'appréhension, le démarche, la capture de tout le corps, etc. Voilà, j'espère avoir été dans les temps. Ouais, merci beaucoup, Axel. On reviendra après sur les questions. Léa, est-ce que tu veux démarrer ta présentation de cas? Ouais, s'il je te vais plaît. lancer. Ouais. Alors, je remplace le partage actuel. Oui, Est-ce que vous voyez bien? Super. Ok. Alors, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Léa Dedola, donc je suis chercheuse et artiste. Je suis affiliée à l'Université Lumière Lyon 2, comme l'a dit Sophie tout à l'heure. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de recherche sur l'interfaçage émotionnel. Alors, en 2018, j'ai commencé une thèse CIFRE, c'est-à-dire en entreprise, sur le sujet de l'interfaçage émotionnel. J'ai réalisé notamment un état de l'art sur des créations artistiques en analysant et en commentant une cinquantaine d'œuvres avec les artistes eux-mêmes. Et cette recherche, c'est un bon point de départ pour définir en fait mon approche de la réalité virtuelle, puisque c'était une recherche intermédiaire au croiseur de plusieurs approches artistiques, donc art numérique, cinéma, jeux vidéo. À la base, je viens du cinéma, j'avais un master en cinéma. Puis après, du coup, j'ai fait ma thèse dans une entreprise de jeux vidéo. Mais elle était aussi transdisciplinaire parce qu'elle était au croisement des sciences cognitives et de l'histoire des techniques du cinéma, vu que j'étais co-encadrée par Philippe Fuchs et Martin Barnier, qui sont deux chercheurs de leurs disciplines respectives. Et enfin, elle était à mi-chemin entre le public, c'est-à-dire l'université, et le milieu de l'entreprise, donc dans lequel j'ai notamment pu concevoir des œuvres de réalité virtuelle, j'ai envie de dire classique, entre guillemets, qui étaient à l'époque destinées au LBVR, donc aux salles d'arcade, comme du coup celle-ci. J'espère que le son va pas trop flouder, qui était du coup un espèce de shooter qui pouvait jouer de 1 à 10 personnes, et qui était plutôt une expérience familiale, voilà, avec beaucoup de rejouabilité. Et dans lesquels on incarnait en fait des enfants. Donc ça, c'était plutôt ouais, voilà, des productions classiques. Une autre ici qui était un shooter plus e-sport. À l'époque, on avait même essayé de créer toute une compétition autour de ce jeu. Et donc, mes travaux m'ont conduit en fait vers des cas concrets de création
avec interfaçage émotionnel. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, là, par exemple, j'utilisais des capteurs de plétismographie cardiaque pour créer en fait de nouvelles interactions et de nouvelles immersions dans les environnements virtuels. Donc là, le rythme cardiaque interagit directement avec ce qui se passe à l'écran, notamment la dimension esthétique. Hein. Au début, on a beaucoup fait ça, donc le niveau de saturation, la taille de l'avatar, la vitesse, le glitch, etc. Et on pouvait aussi faire jouer tous ces facteurs-là entre eux, donc pour générer en fait des situations immersives un peu inédites entre guillemets. Donc pour faire ça, on a dû construire une interface, enfin plutôt on a créé un plugin dans Unreal qui nous permet d'utiliser donc des capteurs de plétismographie cardiaque et du coup qui nous a permis donc d'itérer sur plusieurs aspects esthétiques d'abord. On avait aussi du coup créé tout un système de capteurs. Alors à l'époque, du coup, j'étais en thèse, donc ce que je voulais faire, c'était comprendre le système global de l'interfaçage émotionnel. Donc carrément, j'avais construit électroniquement un capteur sur une carte Arduino, etc. Et puis du coup le plugin, etc. Donc le but, c'était de comprendre comment tout fonctionnait, et notamment la plétismographie cardiaque, qui est un des systèmes d'interfaçage émotionnel qui est le plus utilisé. Avec les systèmes d'analyse cérébrale, d'ondes cérébrales. Et donc voilà, mais je ne reproduirai certainement plus ça maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi à travers des cas concrets plus tard. Du coup, cette recherche, à l'époque, avait abouti sur la création d'une œuvre qui avait été exposée notamment à Recto Verso. Enfin, on avait été lauréat d'une résidence Recto Verso et Stéréolux à l'époque. Et dans le cadre de cette résidence, on avait développé donc ce projet qui s'appelle Quand le cœur se serre, qui était donc un conte eschatologique qui parlait de la fin du monde, quoi, dans lequel le rythme cardiaque et les niveaux d'excitation en fait, cardiaque influençaient la narration. Et aussi donc les choix narratifs, ça c'était un peu la chose que j'avais envie d'expérimenter à l'époque, mais influençait aussi donc la dimension esthétique de l'expérience, c'est-à-dire le volume sonore, la vitesse des animations, la couleur de l'environnement, etc. Donc là, on a un peu une vidéo de restitution de tout notre travail, avec à l'époque la DA de la première version du projet, mais qui a très vite évolué dans un second temps. Donc c'était un environnement en particules, et les particules en fait réagissaient à l'activité cardiaque du participant. On demandait aussi aux participants de faire, enfin d'interagir avec son environnement. Donc par exemple ici, j'essaie d'être sur le. Ici, il doit danser avec ce personnage numérique, cet avatar. Et plus en fait il danse, plus son rythme cardiaque accélère, et du coup plus le personnage, l'avatar, la vitesse de l'animation de l'avatar et le nombre de particules qu'il émet augmente. Voilà, c'était un peu la synthèse de nos expérimentations à l'époque. Et du coup, cette expérience a été un peu diffusée en Europe surtout. Alors aujourd'hui, j'ai soutenu en 2022, donc aujourd'hui je suis essentiellement enseignante et artiste indépendante, mais je travaille aussi sur des projets collaboratifs comme le spectacle Vibo de la compagnie Feel Concept. Du coup, la directrice artistique de la compagnie Feel Concept m'avait rencontrée pendant que j'exposais mes œuvres à Laval. Et en fait, elle était intéressée par l'interfaçage émotionnel, et son objectif, c'était de faire un projet de plus grande envergure. Donc ce spectacle, c'est un spectacle sensoriel et participatif axé sur la thématique de l'eau, qui est un spectacle donc, de cirque à la base, donc il y a de l'acrobatie aérienne et, et qui est hybride, donc qui mêle l'acrobatie aérienne à des nouvelles technologies. Dans cette proposition, moi, en tant que chercheuse et artiste, il y avait surtout 2 points qui m'intéressaient. C'était continuer d'expérimenter mes recherches dans un nouveau contexte médiatique, qui est donc le spectacle vivant. Et puis, il y avait aussi un facteur très important qui était de développer ma recherche sur l'interfaçage émotionnel, qui était jusqu'alors très individuel, à un aspect plus collectif, afin d'étudier en gros des dynamiques émotionnelles de plus grande envergure, c'est-à-dire par exemple des dynamiques de foule, de synchronie, de contagion émotionnelle, etc. Donc voilà, ce projet a été lauréat déjà d'une bourse
qui nous a permis donc d'inaugurer des travaux de recherche et développement, notamment avec la Société des arts technologiques de Montréal et le Centre de recherche et d'innovation des arts du cirque, le CRITAC de Montréal aussi. Et c'est un projet comme ça qui se réalise entre la France et le Québec, Toulouse, Lyon et Montréal. Alors, une première phase du projet a consisté à créer une brique technologique. Je reviens tout juste d'une résidence d'1 mois là, à Montréal. Je suis rentrée la semaine dernière. Donc, je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé là-bas à propos de cette brique technologique. Donc, cette brique technologique, c'est quoi? C'est un outil d'interfaçage émotionnel dédié au spectacle vivant, dont va se servir Vibo, mais l'objectif peut-être à terme, ce serait plutôt de le diffuser pour que d'autres artistes s'en saisissent. Après, cette décision ne m'appartient pas simplement, mais ce serait un de mes objectifs en tout cas. Du coup, cet outil, il est composé d'un logiciel et de capteurs de plétismographie cardiaque. Et l'objectif, c'est d'être capable d'interfacer jusqu'à 80 individus, ce qui permettrait en gros de mettre en place de nouvelles interactions artistiques entre la scène et le public. Mais bon, tout ça, du coup, ça implique de surmonter des défis techniques tels que des défis de connectique, notamment Bluetooth, pour que le système soit compatible avec de grandes jauges, des défis aussi ergonomiques, par exemple. Et donc, on a fait 3 semaines de résidence à la SAT pour, alors en 3 étapes, d'abord faire de la recherche capteur. Alors, on a développé 2 approches. Les chercheurs de la SAT voulaient plutôt reprendre la recherche du début, c'est-à-dire refabriquer tout un dispositif, etc. Moi, je vous avoue que j'étais plutôt partante pour développer plutôt une approche de rétro-ingénierie, parce que j'avais compris en fabriquant du coup tous mes dispositifs de A à Z que déjà la donnée n'était pas forcément la plus jolie à la fin. Donc pas plus jolie est égale pas la plus exploitable artistiquement. Et en plus de ça, le temps de travail et de recherche est illimité. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il faut faire pour filtrer une donnée cardiaque afin qu'elle soit juste, mais bon, voilà, sans parler du coup de l'approche électronique. Et du coup, on a quand même développé ces 2 approches en parallèle pour que chacun puisse avoir leurs résultats. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la partie du coup rétro-ingénierie avec des capteurs Polar. Ici, on a un capteur Pulse Sensor, donc sur une board. Voilà. Et moi, j'ai plutôt travaillé avec ce type de capteur-là. L'idée du coup de l'approche de rétro-ingénierie, c'est d'exploiter le code des capteurs en fait pour les rendre plus exploitables artistiquement. Donc là, on a une approche plutôt électronique dev, et là, on a juste une approche dev qui nous enlève en fait une étape de création. Une fois qu'on a fait toute cette rétro-ingénierie, qu'on a réussi un peu à craquer le code des capteurs Polar, qui n'est pas si difficile d'accès en réalité, parce que Polar, ils sont très gentils, ils laissent plein d'infos pour que les artistes puissent construire leur propre dispositif. Il y a pas mal. Pourquoi on s'est dirigé vers Polar à la base, c'est que dans la littérature et dans la veille que j'avais faite, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'artistes qui se saisissaient de ce type de dispositif à la base. Donc je m'étais dit, s'ils s'en saisissent, ça veut dire que ça doit être les plus accessibles. Et en effet, en plus, ils sont super sympas et responsifs par mail. Donc voilà, ils sont vraiment dans la co-création. La deuxième étape, c'était de concevoir donc la bêta d'un logiciel dédié au spectacle vivant et toute une architecture réseau. C'est ça qui nous a pris le plus de temps. Notamment, comment on a fait ça? On a connecté plusieurs capteurs par Bluetooth à un Raspberry Pi, et en fait, on a connecté plusieurs Raspberry Pi à un ordinateur, et chaque Raspberry Pi fonctionne en fait comme un hub à capteurs qui nous permet en gros de synchroniser en temps réel les données de plusieurs capteurs physiologiques. Voilà, et aussi et c'est ça qui était super intéressant, aussi de les disposer dans l'espace scénique, dans l'espace de jeu plutôt, dans lesquels les participants vont se déplacer pour pouvoir à tout endroit de l'espace de jeu capter l'information. Et puis enfin, à la fin de la résidence, on a produit une expérience interactive capable d'interfacer jusqu'à 6 à 8 participants à ce stade-là de la recherche, mais parce qu'en fait, on n'avait pas acheté assez de capteurs, on était limité en nombre de capteurs. Théoriquement, dans nos tests de simulation, etc., on pouvait déjà monter jusqu'à 40 capteurs.
Mais là, du coup, on a été limité. Et du coup, on a produit une petite expérience comme ça qui, en gros, qui consiste en des bulles d'eau qui réagissent à l'excitation cardiaque et au pouls des participants. Mais, concevoir ce type d'expérience, ça consiste aussi à concevoir des algorithmes, de traitement de la donnée physiologique en exploitation artistique. Donc, par exemple, comment on va pouvoir exploiter les données d'excitation ou de synchronie des participants, parce que c'est un peu ce qui nous intéressait le plus, d'étudier de quelle manière les affects, en fait, se synchronisent au cours d'une expérience. Voilà, et pour finir, les prochaines étapes, 2 prochaines résidences, du coup, pour itérer, sur, cette nouvelle dramaturgie, du cirque avec interfaçage émotionnel, et aussi, du coup, une dernière pour tester, notre dispositif sur un vrai public de 80 personnes, enfin étudier, du coup, la réception, du public, et voilà, le spectacle Vibo est prévu pour 2026, donc il y a encore un long chemin à faire. Voilà, merci. Merci beaucoup, Léa. On voit bien la thématique du webinaire se positionner, se poser. Ouais. J'ai essayé de résumer au maximum. Mais je te remercie infiniment. Frédéric, est-ce que tu veux nous présenter aussi ton retour d'expérience Mais sur volontiers. le bal de Paris, je pense, en partie? Oui, ouais, tout à fait. Je pensais commencer par la vidéo. Alors, déjà, merci de m'avoir convié. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Plaisir. Ouais, je vais présenter la vidéo, mais d'abord un document peut-être qui va reprendre un peu notre historique et comment nous, on aborde nos créations VR. Je vais moi rentrer dans un aspect technique que mes copanélistes, mais plutôt parler d'usage et de méthodo. Alors, je vais vous partager ça tout de suite. Bon, vous voyez bien mon écran. Super. Donc voilà, ça, tu as fait une super présentation, Sophie, de Backlight. Donc voilà, nous, on existe depuis 16 ans. On faisait de l'animation 3D, des VFX à l'origine, on travaillait pour la pub. Mais on s'était rencontrés dans le jeu vidéo avec mon associé et l'équipe fondatrice aussi du studio qui est toujours avec nous. Et donc voilà, on a vite été amené à se diversifier vers de nouveaux sujets. C'est comme ça qu'on a commencé à développer en AR, nous, dès 2010. C'est sur ce sujet qu'on avait embauché notre premier CDI au studio, qui est toujours avec nous, qui est notre DIRTech maintenant. Et voilà, on s'est donc naturellement intéressé à la VR, enfin la VR nouvelle génération. J'ai pas envie de froisser Monsieur Naon en disant que la VR est apparue en 2014. Mais voilà, en 2013, on a eu l'occasion de tester le DK1 d'Oculus. On a trouvé ça cool. On a commandé notre kit de dev qu'on a reçu en 2014. Et voilà, on a commencé un peu à bidouiller dessus. On travaillait sur de l'animation. Nous, principalement, on faisait un peu d'AR, mais le gros sujet pour nous, c'était l'animation. Et on a commencé un peu à bricoler sur le DK1. Et pour être très honnête, on a eu une révélation quand le DK2 est arrivé. Parce que pour celles et ceux qui s'en souviennent, le DK2 est venu avec une petite caméra de tracking. Et on pouvait juste bouger sa tête assis sur son siège. Et là, le grand écart en termes de ressenti immersif était tellement énorme qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on se positionne dessus. Donc voilà, on a pris un de nos projets en POC et on a décidé de le sortir à la fin de l'année 2014. C'était Birdie Kingland. Et voilà, on est très fiers de Birdie parce que Birdie, il nous fait toujours quelques milliers de visiteurs dans les quelques salles à Las Vegas, à Taïwan, à Hong Kong, dans lesquelles il est diffusé. Et c'est aussi, ça nous a aussi conforté sur le fait de vouloir chercher une forme d'excellence dans nos productions. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après. Hop. Donc, quelques-unes de nos références. Nous, ce qui est cool chez Backlight, c'est qu'on avait la chance de bosser pour la pub. Et donc, en fait, on s'est fait financer, mine de rien, une forme de R&D en bossant pour des marques, parce qu'on faisait beaucoup de veille sur le sujet. Et plutôt que d'avoir une équipe dédiée, on est une PME, hein, donc on n'a pas les moyens d'avoir une équipe dédiée pour faire de la R&D. Mais on fait de la veille, et dès qu'on a des bonnes idées, on se les garde sous le coude. Et dès qu'on a des marques qui viennent nous voir, on leur dit hey, si on faisait ça. Et en général, enfin souvent en tout cas, ils disent oui, donc ça nous permet de pouvoir financer nos tests. Et donc voilà, comme disait Sophie, on a livré nous déjà plus de 80 projets en 10 ans de VR. Et on a eu la chance de bosser sur plein de sujets, sur de l'architecture, on a fait du médical. Aujourd'hui, on est très identifié sur la communication de marque et plutôt événementielle. Mais voilà, on a pu voir au fur et à mesure de tous ces projets. En tout cas, on a pu réaliser le pouvoir de ce nouveau médium
en voyant justement les bénéfices de certains de nos projets. Par exemple, là, vous voyez en haut à gauche Diesel, la campagne Diesel qu'on a pu faire pour les parfums Diesel pour L'Oréal. Et c'est une campagne, quand elle est passée dans les centres commerciaux, c'était une distribution mondiale. Et quand elle est passée dans les centres commerciaux, ils ont noté des progressions des ventes de 120% en moyenne dans les centres commerciaux dans lesquels la campagne était diffusée. Donc, c'était un peu les premiers, on va dire, KPI sur la puissance du médium. Mais il y a d'autres sujets là qui ne sont pas présents, qui sont un peu plus sérieux. On a fait par exemple un outil de formation pour le groupe Sodexo de prévention des risques en cuisine, outil autour duquel le groupe a fait des études d'impact. Et c'était super intéressant de voir que voilà, le taux de mémorisation des exercices qui étaient diffusés à travers ce module progressait de 80%. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Euh, Avec cet outil, ils ont formé des managers dans des cuisines et les cuisines dans lesquelles les managers ont été formés, dans les mois qui ont suivi, il y avait un recul de 20 à 50% des accidents en cuisine. Donc, à l'échelle d'un groupe comme Sodexo, c'est juste gigantesque. Donc, voilà, tout ça mis bout à bout, on a vite vu que ce médium était quand même sacrément puissant. Et de toute façon, on s'était très vite positionné, nous, assez fort sur ce sujet-là, ce qui fait que, en 2018, on a arrêté de faire de l'animation 3D des VFX et on s'est vraiment consacré donc, sur la XR. Donc, on fait toujours de la R de temps en temps, mais on est vraiment, nous, spécialisés sur la VR. Et c'est aujourd'hui notre principal sujet, en tout cas sur lequel on se positionne. Et donc, pour revenir un peu sur nos méthodes de production, donc là, j'ai illustré avec le BAL de Paris. La, on a deux choses dont on s'est rendu compte assez vite qui font qu'une expérience, elle peut être, en tout cas, elle va générer un fort sentiment d'immersion. Il y avait évidemment la qualité graphique et le storytelling, l'histoire qu'on va raconter. Ça, c'est un peu nos racines qui remontent au film d'animation. C'est ce qu'on a amené quand on est allé sur la VR et qu'on a fait Birdie King Land. On s'était dit en 2014, il y avait beaucoup de démos techniques sur les premiers stores de VR. Pardon. Il y avait beaucoup de démos techniques et pas trop de contenu à dimension artistique. Donc, Birdie King Land, si vous l'avez essayé, contactez-moi et venez au studio, on vous le fera essayer avec plaisir. On a ramené un peu notre ADN venant de l'animation. Donc, vraiment, hop, j'ai que ma caméra. Donc, on a ramené notre ADN venant de l'animation. Donc, une vraie direction artistique, un soin apporté à la qualité des rendus, et puis un storytelling. Et on s'est vite rendu compte que ça faisait quand même beaucoup la différence. Et en travaillant sur tous les projets sur lesquels on a eu la chance de travailler, une des premières questions qu'on a commencé à se poser, parce qu'on est quand même passé par une hype assez forte de la VR, où tout le monde voulait de la VR, un peu à tort ou à raison. Et la première question qu'on s'est posée, c'est OK, comment on justifie l'usage de ce médium? Et assez vite, on s'est dit, on a eu cette réflexion de se dire que on ne proposait pas un contenu pour des spectateurs, on proposait un contenu pour des spectateurs. Voilà. Donc vraiment, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va, quel rôle on va faire incarner aux gens, aux visiteurs, aux joueurs qui vont venir se présenter à notre contenu sur nos installations, puisque nous, on est vraiment très positionné sur le location base. Donc voilà, quel rôle on va leur prêter et quelle mission ils vont devoir endosser, quel rôle ils vont endosser pendant la durée du contenu et de l'expérience qu'on va leur proposer. Donc ça, c'est vraiment la première des choses sur laquelle on va porter de l'attention. Pourquoi je suis là et en quoi le médium de la VR va être plus pertinent qu'un médium flat, qu'une télé, qu'un jeu vidéo ou que tout autre support pour faire passer mon message ou raconter mon histoire. Ensuite, parce que la thématique que j'ai voulu traiter, c'était le BAL de Paris, il y a le côté performance live. Alors, d'un point de vue opérateur, les gens qui vont diffuser l'expérience, c'est loin d'être la panacée, hein, parce que la performance live, ça implique du hardware en plus. Là, en l'occurrence, sur le BAL de Paris, c'est des trackers à équiper et sur les spectateurs, et en plus d'avoir des danseurs qui vont performer équipés eux aussi avec du tracker.
Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable en termes opérationnels, mais pour celles et ceux qui ont eu la chance de faire le bal de Paris, il se passe quelque chose quand on se rend compte que les danseurs sont avec nous et vivent l'expérience avec nous. Donc, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, qu'on essaye de placer. Normalement, on est en train de bosser sur un projet là qui devrait rapporter cette feature. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas envie de trop m'avancer, mais en tout cas, on essaie de sortir un nouveau projet qui utilise cette performance, ce système de full body awareness, comme on l'appelle, parce que ça fait vraiment une grosse différence. Et on est super fiers aussi de cette brique technologique parce qu'on l'avait développée, nous, en 2017 avec Eclipse, notre escape game. Et ça marchait très bien. Bah, c'est Eclipse, d'ailleurs, qui nous a, entre guillemets, ouvert les portes du bal de Paris parce qu'on avait un système maison. Donc, nous, on a un algo qui va interpréter la position du corps avec bah, les points de référence que sont le casque, les contrôleurs à l'époque, et on a un tracker sur le corps et un tracker sur chaque cheville. Donc, avec ces 6 points, on a un algo qui marche quand même sacrément bien et qui permet voilà, de pouvoir interpréter comment se positionne le corps par rapport à la position de tous les trackers. Donc voilà, ça c'est une des features qu'on essaye, nous en tout cas, de promouvoir quand on va développer un projet. Ça ne marche pas sur tous les sujets, on n'essaye pas de les faire passer au forcing, mais en tout cas, voilà, on s'est rendu compte que ça apporte vraiment quelque chose de magique à une expérience virtuelle, de se rendre compte qu'en fait, il y a de l'humain derrière le virtuel. Et donc tout ça, en fait, oui, dans la série des choses qui font un peu bouger les lignes quand on est un studio de VR, en tout cas, comme nous qui avons commencé très tôt à développer des projets qui étaient destinés à être diffusés auprès du public, donc d'abord dans une dimension événementielle et après dans une dimension location-based, donc divertissement, et maintenant aujourd'hui sur des sujets plutôt artistiques et culturels. C'est que produire du contenu, c'est bien, mais les gens, ils attendent de vous que vous livriez toute la solution. Donc voilà, aujourd'hui, avant et aujourd'hui encore, quand on va concevoir une expérience, on conçoit aussi les installations qui sont dédiées. On choisit ce qui se fait de mieux en termes de matériel, comme ça, l'installation a une obsolescence qui est repoussée. Ça nous permet, nous aussi, de pouvoir flirter avec les limites de performance des cartes graphiques pour pouvoir tirer ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, on a assez vite, mais en tout cas endossé, au-delà de la casquette de studio, une casquette d'intégrateur, distributeur, diffuseur, parfois même opérateur de notre propre solution. Et un autre point qui est super important pour nous, ah oui, pardon, il y a un truc que je n'ai pas mentionné sur l'installation. Nous, on est des très, très grands fans du streaming. On va utiliser les casques standalone de dernière génération. On aime beaucoup le Vive Focus 3, par exemple. Et par contre, on va privilégier des installations qui vont streamer sur des machines en local pour différentes raisons, mais principalement le fameux rendu qui fait notre marque de fabrique, puisqu'on aime bien faire de l'expérience avec un beau rendu, et pour nous, la qualité graphique, ça concourt à l'immersion, en tout cas. Et ça permet aussi, mine de rien, de pouvoir remettre de l'interaction dans les expériences. Ce n'est pas forcément le cas de ce qu'on peut voir dans les installations en standalone qui font passer beaucoup de monde. En général, on n'est pas en mesure de pouvoir intégrer de l'installation parce que la réplication en réseau des interactions avec 60 personnes en simu, c'est, à ma connaissance, pas possible aujourd'hui. Donc voilà, nous, on a un peu ce parti pris pour nous, une bonne expérience. C'est beau, c'est quali, c'est interactif. On a un vrai rôle à jouer dans l'expérience. Voilà, ça fait partie de toutes ces caractéristiques qu'on va activer quand on va concevoir un projet. Et une de nos dernières, et c'est la dernière caractéristique de production qu'on fait, en tout cas qui nous tient à cœur quand on conçoit un projet, c'est les méthodes d'écriture. Et ce qui fait notre marque de fabrique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le plane shifting. On essaie de faire en tout cas d'une contrainte une force. Et plutôt que de se dire, tiens, on va partir sur des déplacements libres, du free roaming sur des très grandes surfaces, on va plutôt réfléchir comment on fait en termes de mise en scène pour pouvoir donner l'illusion aux gens de se déplacer dans des grandes surfaces, mais dans des espaces réduits. C'est quelque chose, si vous n'avez pas encore essayé Eclipse, notre escape game, qu'il faut absolument faire parce que
On a expérimenté sur ce sujet et après, on l'a décliné sur le bal de Paris. Vous pouvez retrouver de ça sur une expérience Mobilis qu'on a fait pour NC, les Cognac, à Cognac, justement. Voilà, ça, c'est des mécaniques de mise en scène immersive qui nous tiennent à cœur pour une bonne et simple raison, c'est que pour nous, une bonne immersion, elle passe aussi par une forme de justesse dans la perception des gens, qu'ont les gens de l'expérience. On aime beaucoup à se référer aux règles du théâtre antique, l'unicité de temps, de lieu et d'action. C'est ça qui va faire que quand les gens mettent leur casque, tout ce qu'ils vont vivre à partir du moment où ils sont équipés, c'est d'une traite, tout est juste. Et on n'aime pas utiliser soit des mécaniques de téléportation, soit des cuts ou des fondus pour emmener les gens d'un endroit à l'autre. Pour nous, tout ce qu'ils perçoivent doit être juste et correct. Et si on arrive à faire ça, même dans un environnement cartoon, le sentiment d'immersion, il sera vraiment décuplé. Donc, donc voilà, en gros, quelles sont les mécaniques qu'on utilise, nous, pour concevoir nos expériences. Et je ne sais pas s'il a Merci encore le temps Fred. de montrer la vidéo de Blancalis, il n'est pas faux. Ça commence à devenir un peu juste pour qu'on puisse Pas discuter de tous souci. ensemble. Bah, je suis désolée, Vous la Frédéric. trouverez sur Internet, il n'y a pas de souci. Exactement, on va peut-être plutôt mettre la Yes. référence dans les outils d'échange. Alors, merci infiniment voilà, pour vos trois cas d'études. Et en fait, ce qu'on voit là, si je fais une micro-synthèse de cette première partie, c'est que euh, on voit bien des thématiques communes qui sont abordées par vous trois. C'est habiter les mondes virtuels, y éprouver et comprendre les émotions, les partager avec les autres, ce qui implique le fait d'y participer collectivement, globalement. On retrouve vraiment cette transversalité entre vos trois interventions. Mais ceci dit, on avait quand même axé la question du webinaire sur comment dépasser les défis de la création et comment faire en sorte que les technologies XR puissent être adoptées par les grands publics, puisqu'on voit qu'il y a un petit retard à l'allumage, même si ça commence à devenir un petit peu plus, comment dire, enfin que les gens commencent à un petit peu mieux connaître. Il n'y a pas quand même un énorme engouement, et en particulier du côté de l'équipement privé à domicile. Du coup, ma première question, qui est vraiment celle qui va reprendre la thématique du webinaire, telle qu'on l'a posée initialement, ma question, ce serait comment est-ce que les acteurs de la filière XR, et en particulier là, dans le contexte de la réalité virtuelle, peuvent dépasser donc un certain nombre de défis euh, dans ces dimensions de faisabilité technique, dans ces dimensions économiques, dans ces dimensions sociales, et on peut même y ajouter une dimension écologique qui peut être un petit peu un repoussoir pour certaines personnes, euh, pour qu'elles deviennent en fait une technologie adoptée un peu plus massivement par le grand public. Axel, au niveau de la technique, vous aviez évoqué les puissances de calcul. Pour Fred, voilà, la difficulté en fait à créer un scénario. Léa, la difficulté à capter les émotions. Enfin voilà, ouais, je ne sais pas sur quelle dimension vous auriez envie de démarrer cette discussion, mais qu'est-ce qui, selon vous, est le défi principal à relever euh, pour, euh, pour faire éclore et surtout consolider cette filière en constitution? Je peux peut-être dire un mot là-dessus. Ça reste que mon point de vue. J'ai pas, j'ai pas un point de vue extrêmement développé sur l'adoption des casques dans les salons, etc. En tout cas, ce que j'ai pu observer autour de moi, c'est l'espèce d'impact qu'a eu d'abord la technologie sur les personnes qui faisaient des expériences. Ce sentiment d'immersion, effet waouh, qui a eu lieu au tout début et qui a créé l'engouement. Et ce que j'ai vu par la suite, c'est finalement cet aspect technologique qui persiste et qui prend des fois le pas sur un aspect plus créatif. Euh, voilà, donc je dirais que pour moi, ça, ce serait le premier rempart. C'est comment dire, la surprésence de la technologie ou de la technique dans ce type de dispositif, c'est-à-dire des technologies qui n'ont pas encore réussi à se faire oublier, entre guillemets, au profit de l'expérience artistique.
Je trouve, par exemple, que, on en a parlé, Sophie, dans les dômes, on a moins ce sentiment-là d'omniprésence de la technologie et on est plus facilement, pas plus facilement immergé, ce serait faux de le dire, mais en tout cas, on oublie la techno. Donc voilà. Je vais laisser la parole à Frédéric, Bah, à si mes camarades. tu veux poursuivre. ouais, non, je veux bien rebondir sur ce que tu dis, Ouais. Léa. C'est vrai que la VR, elle a souffert à deux niveaux, je trouve, de l'effet waouh. Euh, euh, il y a, d'abord, il y a eu le côté un peu, un peu la VR, c'est à la mode bah, à l'apparition de la nouvelle génération de la VR. Donc, tout le monde en faisait et de la mauvaise VR. Et il y a beaucoup de gens, en tout cas, j'ai fait pas mal de posts sur les réseaux sociaux si vous me suivez à ce sujet-là, mais j'ai réparé des pelletées de personnes qui venaient au studio en me disant ah non, la VR, merci, je connais, j'aime pas ça. Et donc là, je leur explique qu'ils ont déjà vu un mauvais film au cinéma ou ils ont déjà écouté une musique qui leur plaisait pas et pourtant ils aiment toujours le cinéma et ils aiment toujours écouter de la musique et que la VR, c'est pareil. Juste, on en a fait un mauvais usage alors que c'est une techno qui peut facilement rendre malade. Le motion sickness, tout ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Donc, je pense elle a souffert déjà de sa hype et des gens qui ont fait un mauvais usage. Et ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est aussi, il y avait le côté, et je trouve que c'est en train de changer maintenant, il y avait le côté, les gens viennent voir la tech avant de voir le contenu, un peu comme le cinéma quand il est apparu. Avant, les gens dans les foires, ils n'allaient pas voir le cinéma pour les films qui étaient projetés, ils venaient voir le cinéma pour voir la technologie. Et là, maintenant, on voit qu'il commence à y avoir un public qui connaît le sujet et qui vient voir les contenus, qui vient plus voir parce que c'est le casque de verre. Donc, je trouve vraiment on est dans un point de pivot euh, et il faut rendre à César ce qui est à César. Émissile avec ses projets, le bal de Paris, pardon, le lapsus, Notre-Dame et Khéops, a beaucoup œuvré pour la connaissance et du médium auprès du grand public. On y a participé aussi un peu, nous, et le succès du bal de Paris aussi, peut-être un peu plus, dans une dimension peut-être un peu plus artistique, élitiste que n'a pu le faire émissive, mais je trouve il y a vraiment eu ce pivot quand le bal est sorti en 2021 et que dans la foulée, Notre-Dame a été diffusée. Après ces deux sorties-là, on a senti un peu plus un peu plus de maturité dans les demandes qui nous étaient faites et la manière dont les gens voulaient utiliser la VR. Axel, je t'en prie. Axel, Ouais. alors justement, on avait évoqué pendant notre échange en amont sur cette période-là, Oui. vous avez votre idée là, faut que vous la gardiez, mais je trouve que ça rebondit bien sur ce qu'on avait évoqué pendant la préparation Avec du les bornes. webinaire, avec voilà, l'adoption des créations immersives Ouais, en comparaison avec l'adoption et la progression du jeu sur le jeu exactement. vidéo. Je Exactement. comparerais, pour prolonger ce que disait Fred, je comparerais ça avec l'adoption du jeu vidéo. En fait, nous, on a l'impression que ça c'est né dans les foyers, quoi, mais en fait, pas du tout. Les jeux, c'est né dans les bornes, hein. Les gens, ils allaient dans des salles spécialisées pour jouer aux jeux vidéo. Ça existe toujours, hein, et en général, ce qui reste dans les bornes, c'est ce qui nécessite du matériel lourd qu'on peut pas avoir chez soi, comme des simulateurs de voiture où je peux rentrer dans une espèce de fausse voiture, etc. Donc, je pense que dans la VR, on est encore à ce stade où on est encore au stade de la borne, c'est-à-dire le matériel qui va chez soi, il coûte quand même encore assez cher pour pour le grand public. En plus, on n'est pas dans une phase économique très faste, donc c'est pas toujours facile d'économiser de l'argent pour acheter son casque de VR. Et du coup, il y a des incursions hein, entre la borne et le chez-soi, comme on a eu pour les jeux vidéo. Et la VR, c'est un peu pareil, on a des incursions qui se font, mais on est encore dans la phase où je me déplace parce que dans l'esprit du public qui connaît pas forcément bien le médium, le ratio prix, enfin coût, rentabilité, hein, est pas encore là pour eux. Et donc du coup, je continue d'aller dans les bornes, de me faire plaisir de temps en temps quand je peux. Et puis à ce côté aussi, de plus en plus, il y a des spectacles à plusieurs, hein, collaboratifs. Et donc là aussi, c'est plus dur à le faire chez soi. Déjà, pour jouer tout seul, il faut quand même un salon assez important. Alors, dans les grandes villes, c'est pas toujours évident d'avoir les 20 mètres carrés dispo, libre complètement de meubles dans son appart. Donc là, c'est vrai qu'on est dans ce stade où on se cherche un peu et les gens n'ont pas encore adopté le médium chez eux, mais ça évolue doucement. Et moi, j'ai bon espoir. Hein, c'est cette promesse de pouvoir vivre dans des univers virtuels, vivre des aventures sans conséquences, entre guillemets, comme dans des jeux vidéo. C'est une belle promesse. Mm, mm.
Alors, je crois que c'est Fred qui avait... hop, pris là. On t'entend pas, Fred. On t'entend pas. Fred, tu as coupé ton micro. Zut, pardon. Oui, donc je disais, je rebondis vite fait, après je te laisse la parole, Léa, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup ce parallèle entre le location-based VR et l'histoire du jeu vidéo à travers l'arcade et le jeu vidéo à la maison. Et, euh, et moi, personnellement, à part quand on arrivera aux implants neuronaux et qu'on rentrera dans les mondes virtuels avec des déplacements qui seront plus ceux avec le casque, et en tout cas le spatial computing, je vois pas vraiment comment on arrivera à avoir un rendu in situ comme ce qu'on peut faire Emissive ou ce qu'on fait nous, ce qu'on pourra avoir à la maison, le côté sociable. Nous, par exemple, on aime beaucoup les haptiques, tu vois, stimuler d'autres sens pour renforcer l'immersion, des planchers vibrants, du souffle d'air, des odeurs, du feu, du froid. Et ça, ce sera difficilement reproductible à la maison. Donc, on me l'a souvent dit, et à chaque fois, je dis, ah non, 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 autant les bornes d'arcade et de jeux vidéo, voilà, on peut l'illustrer, mais j'imagine vraiment pas le location-based VR rencontrer un sort aussi funeste que les salles d'arcade ont pu connaître quand le jeu vidéo a explosé à la maison. Voilà. Mais le parallèle s'entend, par contre, c'est sûr. Léa. Vas-y, Léa, je t'en prie. Ok, pour rebondir, du coup, pas seulement sur l'aspect technologique, mais pour continuer de parler des créations artistiques, etc. Je pense qu'il y a un deuxième point aussi qu'on devrait discuter, c'est notamment la standardisation des types de contenus qui sont proposés en réalité virtuelle. Et moi, je me demande, parce que j'ai travaillé du coup dans une entreprise qui faisait des jeux vidéo et des expériences de gaming VR, si ce format-là, ces formats-là qui sont surexploités, nous, quand on faisait des jeux de gaming VR, on avait une nomenclature très fixe à laquelle il fallait correspondre, multijoueur, voire sur multijoueur, 10 personnes, etc., rejouabilité extrême, parce que forcément, il fallait qu'on corresponde au modèle des location-based virtual reality. Et je me demande si finalement, comment dire, ces formats-là, ils suscitent pas aussi un peu de désintérêt à la fin. Et je pourrais encore développer, mais je laisse la parole à... Alors, Axel, je sais plus qui a pris. Et juste, je Axel. parle du gaming Je VR, commence mais alors. on pourrait parler aussi des expériences narratives. Mhm. Voilà. Donc ouais, je pense que nous, alors, du coup, j'ai une casquette je dirige l'Engmin, donc l'école du jeu vidéo, et donc j'ai la chance d'avoir des étudiants qui créent des expériences VR chaque année, et eux, ils n'ont pas de contraintes commerciales et marketing, donc ils font ce qu'ils veulent, ils s'en foutent. Il se trouve qu'on a pratiquement tous les casques à l'école, donc ils peuvent faire ça sur n'importe quel casque. Ils font même de l'AR, du coup, ils peuvent la réalité mixte, hein, ils arrivent à créer des mobiliers réels, à repositionner la personne dans l'espace réel, virtuel mixte, donc ça permet d'avoir des interactions avec des vrais meubles. Donc, on avait fait plein d'expériences intéressantes. Euh, je pense en effet que le marché, mais c'est le cas aussi pour le jeu vidéo traditionnel, le marché dicte ce qui est financé et ce qui ne l'est pas. Et donc, du coup, en effet, il impose des contraintes fortes sur la créativité. Mais après, c'est le serpent qui se mord la queue. Tant que les gens n'ont pas de casque chez eux, il n'y a pas de marché. Donc, je continue de cibler les salles. Et tant que je cible les salles, ça impose certaines contraintes. Donc, il y a un côté, mais je pense que ça va enfin, ça va arriver doucement. Là, on parlait des interfaces neuronales. Hein, bon, c'est pas encore là tout de suite. Hein. On a encore un peu de temps devant nous. Mais par En contre, termes des projecteurs, d'acceptabilité, encore moins. Hein. ouais, mais ça aura évolué avec le temps. Les deux ont évolué Après, en c'est parallèle. peut-être pas dédié à un marché de masse non plus, donc c'est... Après, l'intérêt du Pour le marché de moment. masse, c'est ce qui fait la force du jeu vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est une industrie très agile parce qu'en fait, comme il y a beaucoup, c'est un très gros marché, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Comme il y a beaucoup d'argent qui circule, on peut se permettre de payer de la R&D, on peut se permettre de faire plein de choses. Et ça, c'est une vraie force, même si c'est un effet négatif que on se retrouve avec des jeux qui sont très marketing et moins culturels ou moins intéressants forcément, enfin moins avec une portée moins culturelle, on va dire. Ou qui répondent Euh, à des tendances, par exemple. Exactement, qui répondent à des tendances de marketing, hein, sans vraiment s'intéresser à d'autres choses. Mais quand même, ce gros marché fait quand même sortir des pépites. Il nourrit une industrie culturelle parce qu'il rapporte de l'argent, il permet de nourrir des artistes. Et donc, c'est une mécanique assez vertueuse qui n'est pas encore parfaite, mais qui essaie de s'améliorer. Et je pense que c'est un vrai gain. Et la VR, je pense que ça va
ça va s'engouffrer avec ce schéma, hein, c'est de l'interactivité. Finalement, je vais être un peu vulgaire, c'est un peu du jeu vidéo avec des contrôleurs alternatifs. Et donc, du coup, ça va s'engouffrer dans ce marché, ça va en profiter. Les gens du jeu vidéo continuent de regarder la VR avec attention, hein, et c'est quelque chose qui les intéresse vraiment. Comme je disais tout à l'heure, il y a une promesse d'immersion qui est quand même magique, hein. L'embodiment, c'est pas, enfin, il y a des vraies recherches, hein, c'est pas n'importe quoi, ça n'a rien à voir, hein. Quand je suis en body dans quelqu'un, ça change la façon dont je pense. Il y a un vrai effet psychologique. Et donc, c'est très fort. Donc, je pense que euh, il faut être patient, quoi. Nous, en 2014, hein, pareil, Fred, en 2014, on avait des projets de jeux verts, on disait c'est bon, la VR, c'est OK, ça va enfin décoller, ça va être trop la fête, tout le monde va en avoir chez soi. 10 ans plus tard, il y a eu plein d'expériences sympas, mais on n'a toujours pas des casques tous chez nous, et voilà. Bah, alors oui, ouais, non. Autant nous, on était quand même pas mal circonspects parce qu'on voyait, vu qu'on a opéré la VR, on a vu que c'était pas du tout B2C ready, comme je dirais. Non, mais c'est super intéressant. Déjà, ce que tu viens de soulever, Axel, le débat, la VR, c'est plus proche du jeu vidéo. Je me souviens, moi, allez, un peu après le lancement de la nouvelle génération, donc vers 2016-2017, quand le CNC a commencé à financer déjà des œuvres vidéo 360. D'ailleurs, il faut souligner ici le rôle que le CNC a joué dans la création de l'écosystème immersif français, parce que, mine de rien, ils ont développé tout un pan de l'industrie aujourd'hui grâce aux vidéos 360, que je ne considère pas comme de la VR, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, il y avait un grand débat à cette époque-là avec des gens que je ne citerai pas, mais qui sont encore présents aujourd'hui, qui font du six-doff et de la vraie VR, et qui disaient non, la VR, c'est plus proche du cinéma que le jeu vidéo. Donc, nous, on disait, mais non, pas du tout, on est plus proche du jeu vidéo que du cinéma, par essence, quoi, par même l'ADN, l'intrinsèque moelle, c'est plus proche du jeu vidéo que le cinéma. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Et Léa, ce que tu as dit, c'était vachement intéressant, et un des freins aujourd'hui à la VR, en tout cas sur le location-based VR, c'est exactement ça. Nous, on a été confrontés à ça, mais pendant des mois et des mois, sur les marchés existants qui veulent que le médium rentre dans leur case à eux. Nous, le nombre d'exploitants de bowling, on appelle ça des family entertainment centers, des centres qui brassent du monde, des parcs d'attractions, qui voulaient que la VR rentre dans leur case. Et nous, on leur disait, mais non, c'est pas possible. Eux, ce qu'ils voulaient à l'époque, c'était une installation plug and play, pas de staff pour la faire tourner, des choses faciles à opérer, pas cher hein, en termes de ticketing, bien sûr. Et tout ça, et ça l'est toujours, c'est antinomique avec une bonne expérience VR. Alors peut-être nous, on est un peu des ayatollahs de la bonne expérience, donc on peut éventuellement, on devrait peut-être un peu baisser nos ambitions, mais en tout cas, pas de staff. Aujourd'hui, les gens ne vont pas à la VR naturellement, il faut encore des gens pour l'accueillir. Il y a peut-être une petite question d'hygiène à avoir en tête quand tu as une installation où les gens mettent un casque sur leurs yeux. C'est plus l'expérience est bonne, plus ça va être complexe à faire tourner. Même des casques en stand-alone avec un petit réseau sur un petit PC portable. Si un jour tu as un problème, si la personne qui fait tourner ton truc, c'est un stagiaire de troisième que tu as voulu payer à coup de lance-pierre, il va faire comme tout le monde, hein, il va se rouler en boule dans un coin, il ne saura pas quoi faire. Ça reste quand même du matos qui est en réseau, tu vois. Donc il y a tout ce qu'ils ont voulu faire, ça allait contre ce que c'était une bonne expérience VR. Et ça, je le vois encore. Je vois encore, par exemple, les institutions culturelles, les musées, qui aujourd'hui se saisissent de ces sujets-là. Ils veulent que la VR, ça coûte pas cher. Tu vois, parce que, oh ben non, nous, les billets, c'est. Et en fait, les gens se mettent des contraintes, alors que le public, toutes les études qui sortent sur le public et la perception et le budget qu'ils sont prêts à mettre dans une bonne expérience, te disent que les gens sont prêts à payer cher. Si la perception de l'expérience est bonne, nous, enfin, tu vois, un escape game, ça coûte cher, du théâtre immersif, ça coûte cher. Et les boîtes qui font du bon boulot là-dedans, elles ne désemplissent pas. Donc il y a un marché, et il y a surtout un modèle à trouver. Et je trouve ça dommage. Et d'ailleurs, ils se sont tous plantés. Mais tous ces acteurs qui sont allés en se disant, tiens, je vais le faire rentrer dans mes règles à moi, et ben, ils n'ont pas réussi parce que, tout comme il a fallu que nous, en tant que créateurs et studios, on crée des nouvelles narrations et des nouvelles manières de faire avec ce médium, et ben, eux, ils auraient dû créer des nouveaux modèles, tout simplement. Et il reste encore beaucoup de choses à faire parce que le LBE, et ça je suis d'accord avec toi Axel, le LBE va concourt vers l'adoption du grand public, mais il a pas mal été freiné par ça. Mais bon,
on a quand même bien avancé. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est quand même sur une dynamique qui est quand même vachement positive, quoi. Axel. Juste pour répondre à une question du public. Donc, il y a des jeux qui trussent le haut des ventes en VR, hein, c'est vrai, personnel, enfin pas en LBE. Mais en fait, le marché est tellement petit que c'est difficile pour un éditeur de partir sur ces marchés. Et souvent, c'est des jeux qui sortent pas en VR. Alors, ça se pose une autre contrainte parce que le matériel aujourd'hui VR, comme le disait Fred, impose des contraintes techniques. Donc, quand je fais un jeu typique pour une console ou un ordinateur, j'ai plus d'options en termes de performance de calcul et de type d'effets visuels que je peux faire qu'en VR où je suis un peu plus limité. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire bah, je vais faire un jeu en même temps VR et en même temps PC, puis je vais le vendre en deux marchés, je m'en fous, je verrai bien. Déjà, en termes d'approche, de conception, c'est quand même pas la même chose. Et ensuite, en termes de technique, même en termes de technique, on est sur des choses qui sont un peu différentes avec plus de contraintes sur la VR. Donc, oui, le marché de la VR existe sur le particulier. Oui, il y a des jeux qui s'en sortent pas trop mal, mais c'est souvent des très grosses licences, hein, des Resident Evil, des trucs comme ça, où la peur joue un rôle important. C'est vrai qu'en VR, ça démultiplie l'immersion et donc la peur qu'on ressent dans ce genre de jeu. Mais ça reste quand même des marchés complexes et les éditeurs, ils vont pas trop parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont de casque chez eux, c'est tout bête, hein, donc il n'y a pas assez de vente de jeux sur ces systèmes. Super. Donc, là, vous avez un petit peu évoqué en fait les obstacles, ces enjeux qui existent entre les défis de la conception et puis de la distribution en fonction des espaces dans lesquels ils sont distribués et puis la connaissance de la part de celui qui commande en fait le contenu et puis la faisabilité. Alors après, euh, les autres problématiques qu'on peut peut-être rencontrer, c'est aussi les problèmes de maintenance, les problèmes de versionning. Enfin bon, bref, on reste sur des dimensions assez techniques, mais est-ce que vous auriez envie d'évoquer justement ce type de problématique au moment même de la conception voilà, allez-y. Axel a l'air partant, donc pouf. Ouais. Allons-y. Je pense que là encore, les choses sont super progressées, quoi. Enfin, Mm. les premiers casques verts, je veux dire, si tu n'étais pas informaticien, tu n'étais même pas capable de lancer le Oui. truc. Donc là, ça a changé. Maintenant, ils ont souvent pris des plateformes d'ailleurs du mobile. Donc on retrouve ils essaient de se coller à la simplicité du mobile. Du coup, on se retrouve avec des choses qui sont assez simples, où je peux installer, j'ai des stores, j'installe des applis. Finalement, ça reste assez simple. Ils sont assez robustes, mine de rien, hein. Les casques, les Quest, on peut quand même bien jouer avec sans que ça casse trop. Même s'ils tombent une fois ou deux par terre, c'est pas la fin du monde. Donc, je pense qu'il y a eu des gros progrès qui ont été faits. Euh, les enjeux techniques, ils sont aujourd'hui sur on a des limites, hein, on a beau dire tout ce qu'on veut, le rendu n'est pas suffisant pour tromper totalement le cerveau, donc c'est ça qui fait un peu la motion sickness, le petit décalage temporel entre notre oreille interne et le rendu fait que là aussi, ça s'améliore beaucoup, donc il y a beaucoup moins de gens malades, mais quand l'expérience continue et se prolonge dans le temps, on s'aperçoit que ça existe toujours, puis il y a des gens plus ou moins sensibles, donc c'est difficile aussi à faire. Donc, ouais, pardon. Ah oui, je vous laissais continuer Pardon. éventuellement, hein. Alors, ouais. Après, il Ah, y a deux thématiques que vous aviez à peu près tous les trois abordées aussi au moment de la préparation du webinaire. Euh, Ce sont à la fois, il y a les défis écologiques, donc ça, c'est une thématique qui est quand même assez importante, je pense aussi vis-à-vis de l'adoption par les grands publics, et puis de toute façon, dans les contraintes de création et de production pour les acteurs de la filière. Est-ce que vous avez envie d'évoquer un petit peu cette dimension écologique dans la VR, culturelle? Oui. Fred, je vous prie. Ouais, je vais te laisser la parole, Axel. Alors, moi, je suis pas le mieux placé sur le sujet. Je pense qu'on a tous conscience que c'est, comme toutes les industries tech, c'est pas une industrie qui est éco-friendly. On peut essayer de se voiler la face. Nous, au doigt, on fait des contenus de très haute qualité. Ils ont une obsolescence qui dépasse les 10 ans. Donc, voilà, on peut dire ça. Mais c'est compliqué. Moi, je trouve qu'il y a un enjeu. Et c'est un grand débat qu'on a, et moi je me tiens à mon positionnement parce que je trouve que c'est un médium qui est stratégique, c'est l'impact sociétal. Ce médium, il est d'une puissance
Quand on a vécu une bonne expérience VR, on sait ce que c'est que la puissance, le pouvoir de mémorisation, le pouvoir d'engagement, la capacité qu'on a à faire passer des messages. Quand on voit l'usage qui a été fait des techs numériques, du web 2, et son pouvoir sur les gens, il suffit de voir des gens qui sont zombifiés par leur smartphone pour s'en rendre compte. J'imagine même pas les dérives qu'il peut y avoir avec la VR une fois qu'elle sera intégrée dans les foyers. Et moi, je trouve qu'il y a un enjeu, et c'est très bien qu'on se pose ces questions-là. Là, je me dis, tiens, en France, on a un écosystème, je connais pas d'équivalent en termes de talent à l'écosystème de création immersive français dans le monde. Les Canadiens se positionnent aussi, mais il y a pas autant de prod de qualité qui sortent que de France. Il n'y a pas un festival VR dans le monde qui récompense pas soit une production, soit une création française. Je me dis que pour une fois, on est sur un sujet d'innovation et on est bien positionné dessus. Il faut se poser ces questions, mais il ne faut pas que ça devienne un boulet au pied d'un écosystème qui s'est positionné par miracle en fer de lance au niveau mondial, quoi. Parce que, et surtout, c'est une technologie qui est ultra puissante. On pourra parler des données tout à l'heure, des données biométriques, des données que vont récolter les géants de la tech grâce à ce support. Mais je vais laisser mes Ouais. copanélistes rebondir déjà. Oui, je pense que alors les casques VR, hein, c'est comme deux smartphones foutus dans un casque, quoi. Donc on a deux écrans. En termes on pourrait dire que les smartphones ont atteint une courbe où la finesse de l'écran est devenue tellement importante en densité que nos yeux font plus trop la différence, à moins de coller vraiment sa tête sur son téléphone. On n'arrive pas à voir les pixels. Malheureusement, dans un casque VR, nos yeux sont collés au smartphone. Et donc, du coup, on regarde l'écran de très près. Et donc, la densité doit être bien supérieure à ce qu'on a dans les téléphones actuellement. Donc, Collé si on avec prend des la loups. courbe avec des loupes en plus. Donc, on est vraiment dans un truc vraiment fou, quoi. Et donc, en fait, la techno qui nous paraît aboutie sur les téléphones, elle est au milieu de la courbe de croissance pour la VR. C'est-à-dire, on est loin d'avoir tout ce qu'on aimerait et tout ce que pour feinter vraiment le cerveau. Enfin, loin, on s'en rapproche, mais on n'y est pas encore. Et donc, c'est vrai que ces coûts sont pas neutres. Après, aujourd'hui, il y a peut-être des révolutions à avoir, hein, utiliser d'autres choses, peut-être des lentilles LCD, peut-être des projecteurs intégrés dans les lunettes qui projettent sur la rétine. Et puis, on a parlé d'interface neurale, mais ça, c'est pour beaucoup plus tard. Mais en effet, aujourd'hui, l'approche qu'on a de mettre deux écrans très proches des yeux, c'est une approche qui, écologiquement parlant, est extrêmement coûteuse. Et donc, comme disait Fred, la question qu'il faut se poser, c'est aussi une question un peu de mesure du coût par rapport à l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire si l'usage a vraiment un intérêt, si je suis en train d'opérer quelqu'un et que ça me permet de voyager dans le corps de la personne et de voir en temps réel ce qui se passe et de prendre les meilleures décisions, ben ok, combien vaut la vie d'une personne? Est-ce que ça vaut le coup de foutre deux smartphones devant l'œil du médecin? Indubitablement oui. Donc après, la question, c'est quel coût on en fait? C'est comme pour l'IA, là, chat GPT partout. Le coût de ces requêtes, il est colossal. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant d'en mettre partout à chaque fois que je tape un mail? Est-ce que c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un qui lise mon mail par-dessus mon épaule pour me suggérer le truc qu'il faut écrire après? Bah, c'est une question de ratio entre ce qu'on y gagne et ce que ça nous coûte. Et donc là, il faut que les gens soient responsables, qu'ils comprennent les coûts qui sont cachés derrière et qu'on agisse en connaissance de cause. Je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Mm. Mm. Et tu évoquais en fait le ratio entre ce que ça nous coûte et ce que ça va nous apporter. Ah, c'est une grosse réflexion, hein. Donc, j'en profite pour citer les travaux du collectif C'est Pire, qui travaille quand même beaucoup, beaucoup sur ce sujet, et bravo à eux, voilà. Bah, après, bon, on n'a plus que 10 minutes. Il y a mais il y a David qui répond aux questions au même moment, voilà. Donc Léa j'ai a un levé peu la les main yeux aussi. partout. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez, il y a que ça. On va essayer de garder les dernières minutes. Bah, Juste Fred, pour. Fred, tu disais Voilà. que franchement, on a un paysage, une filière française d'excellence avec de très belles productions nommées, primées. À ton avis, euh, excuse-moi, comment est-ce que les entreprises françaises peuvent maintenir justement cette avance en matière de création de contenu VR, tout en affrontant en fait les défis de financement à l'heure actuelle qui ne sont pas non plus une mince affaire? Bah oui, il y a des gros défis.
Léa, tu lèves la main, Oui, ça me pardon. fait surprendre Ouais, depuis mais tout à l'heure. on peut passer à autre chose. Tu voulais parler? Non, mais sinon, je te laisse rebondir sur le sujet, hein. Je voulais juste Pardon. dire deux, trois mots sur Vas-y, vas-y. l'impact écologique, si c'est OK, hein, évidemment. Mais de toute façon, Axel était plutôt arrivé à la même conclusion que moi, mais peut-être pas par le même chemin, entre guillemets. Moi, j'ai l'impression, au regard de ce qui se passe dans les studios et des appels à projets qui sont publiés, etc., que c'est d'abord une initiative des éditeurs d'expérience d'avoir cette conscience écologique, etc. Même si elle est apparue dans plein de dossiers de financement, de subventions, notamment au CNC ou à la BPI, etc. Finalement, là, avec France 2030, ils mettent quand même des millions dans le progrès technologique et notamment de nos outils. Donc finalement, je ne sais pas à quel point ils sont intéressés par l'impact de ce qu'on est en train de produire. Après, nous, on est conscients, enfin, la plupart conscients et éthiques, et justement, on juge ce qu'on produit au regard de l'impact social que ça va générer. Mais après, c'est vrai que ce serait quand même mieux que ça soit un petit peu plus cadré, très honnêtement. Enfin, ça reste mon avis. Par le gouvernement, hein. Merci Léa et pardon, hein. Ouais. Il y Excuse-moi, a- il y a- excuse-moi. Non, mais sur ce sujet-là, Pas de c'est que ce souci. qui est vachement important, il y a une sensibilisation, il y a une vraie sensibilisation des gens à faire. Enfin, moi, en tant que consommateur, j'ai pris ultra tardivement la conscience de ce que coûtait en termes d'énergie le fait de stocker un email sur ma boîte mail, le fait de faire une recherche même sur Google. Là, c'était notre ami Nicolas Dupin qui publiait une étude qui disait que faire un test d'une image sur Midjourney, c'était le rechargement d'un téléphone portable complet. Voilà, en termes de ratio de consommation d'énergie et surtout d'usage de l'énergie qu'on en fait, il y a un vrai sujet à sensibiliser les gens sur l'usage du numérique et pas que sur la VR, sur tous les sujets. Et sur les casques VR, parce qu'on en vient au sujet des casques VR, il y a une vraie réflexion à se dire comment on fabrique des choses qui peuvent se recycler. Ces métaux, on peut bien les extraire du truc. Enfin, il y a peut-être à reprendre toute la mécanique à l'origine et se dire comment on produit des choses qui peuvent être recyclées et pas mises à la poubelle. Parce qu'on sait très bien, et là où c'est pire a raison, c'est qu'il y a des métaux rares qui sont une denrée, comme toutes les denrées, qui un jour va arriver à son terme, quoi. Et qu'est-ce qu'on fera quand on n'en aura plus? Ils ont raison de se poser des questions. Mais je pense qu'on a aussi raison, à côté de ça, de se dire, bon, ben, ensemble et de bien faire les choses. Et donc, tu me disais, Justement, Sophie, sur. ah oui, pardon. Pardon. Juste Non, pour vas-y, vas-y. compléter une phrase, cette sensibilisation-là aux enjeux éthiques, etc., du numérique, je l'ai surtout vue de la part des éditeurs ou des groupements de studios à échelle régionale, etc., plutôt que de la part du gouvernement qui impose certes des nouvelles limites, etc. Mais finalement, quand on publie un appel comme celui de France 2030, enfin, je parle de ça parce que j'ai répondu à cet appel aujourd'hui même. Donc j'ai dû me taper les grilles d'impact. Enfin, pas moi, on était 4 sur le dossier. Mais du coup, je vois très bien quand on se pose la question de comment on peut faire l'économie finalement de tous nos dispositifs numériques, quand on doit répondre à un appel justement où on va utiliser des casques de réalité virtuelle, enfin des grosses technologies quoi, qui ont un coût, comme le disait Axel. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je pense que comme le dit David hein, sur le chat, et comme le révèle l'enquête du CEPIR, c'est que tout le monde n'aura pas son casque, quoi. C'est-à-dire que penser que tout le monde ait un casque tous les ans parce que ça va faire comme les smartphones, il y a un moment où ça va s'emballer, les casques vont sortir plus régulièrement. Là, on n'aura pas les moyens d'avoir tous son casque chez soi. Donc la question, c'est alors les smartphones, c'est un peu plus compliqué parce que j'en ai besoin pour appeler. Bref, je ne sais pas toujours quand je vais appeler, quand on m'appelait. Mais pour un casque, par contre, bon, il se trouve que moi, j'en ai pas, mais les gens, souvent, le casque n'est pas utilisé. C'est-à-dire que globalement, la plupart du temps, le casque, il reste rangé et tu l'utilises une fois par jour au maximum ou 2 fois par jour. C'est quand même pas, à part quand on travaille dedans, hein. C'est un autre sujet, mais quand c'est un petit travail. Mais donc, je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui, en effet, comment faire des choses intéressantes, intelligentes pour partager des casques, hein. C'est pas la fin du monde. Pendant le Covid, on a bien réussi à partager des casques avec plein de monde alors qu'il y avait une maladie assez complexe à gérer. Donc, rien n'est impossible. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur, en effet, retrouver cet aspect un peu communautaire. Pourquoi pas se partager son casque. Moi, je n'utilise pas le mardi, je te le prête. Comme ça, on n'a plus qu'un casque par immeuble. Après tout, on partage bien des voitures pour faire des Uber. Enfin, pourquoi pas partager un casque? On partage des outils. Il y a des sites pour partager ces outils de jardinage. C'est un peu le même principe. Je ne jardine pas tous les jours. Donc, je n'ai pas besoin de mes outils tous les jours.
c'est malin de faire des choses qu'on puisse partager, etc. Donc, je pense ça va se démocratiser de plus en plus, ça va suivre cette tendance du partage communautaire et je pense que la VR devrait pouvoir en bénéficier aussi. Sachant que Alors, la réalité virtuelle, c'est pas que les casques, c'est aussi ouais. les dômes, les caves, etc. Et par exemple, pendant que j'étais à la SAD de Montréal, eux, ils ont tout un, bah, ils ont un dôme, hein. Je pense que la plupart des gens qui y sont allés, vous devez connaître un peu leur, enfin, leur setup. Ils font des soirées électroniques dedans, ça marche du feu de Dieu, etc. Et justement, pourquoi ça marche? Parce que les gens peuvent avoir une expérience collective à l'intérieur, qui peut aussi maintenant être interactive. Ils développent des outils d'interactivité dans les dômes où du coup les gens vont danser en fonction des mouvements qu'ils vont faire, ça va faire interagir le dôme, etc. etc. Donc voilà, c'est juste pour rappeler qu'il n'y avait pas que les casques de réalité virtuelle. Alors, comme je le craignais, et comme je suis très très heureuse de le constater, et comme je l'avais dit dès le début, c'est un vaste sujet, on n'a pas posé la moitié des questions qu'on voulait poser, mais par contre, je pense que c'est super riche. Reste 3 questions qui viennent des participants au webinaire. Alors, on a une question pour Fred à propos de ton plan shifting. Est-ce Oui. du redirected walking? Alors non, non, nous, le pen shifting, on va utiliser, comme son nom l'indique, c'est des plans qui bougent en fait. Euh, euh, on, donne- on- on va principalement utiliser ça sur des installations avec de l'aptique, donc des moteurs de vibration. On va faire prendre par exemple un ascenseur et ça va vibrer. Voilà, une plateforme qui va bouger. Et en fait, on va donner l'illusion aux gens, tout en restant dans des surfaces limitées, mais qui vont se déplacer dans des grands environnements. Donc non, non, vraiment le plane shifting, c'est de faire bouger des plans à différents niveaux et voilà, c'est pas le Super. redirection. Well, Léa, j'ai une question pour toi. À propos de la flétismographie, pardon si je le dis Ah mal, oui, je ne l'ai jamais lu avant. Quelle flétismographie. émotion, ouais, quelle émotion espère-t-on pouvoir inférer? Bah, déjà enfin, l'interfaçage émotionnel, on travaille très peu avec le modèle catégoriel des émotions, c'est-à-dire, peur, joie et cetera et cetera. On travaille surtout avec des modèles dimensionnels, c'est-à-dire, par exemple, connaître l'intensité d'une émotion, savoir si la personne arrive à la contrôler ou pas. Et puis après, on va développer comme ça des algorithmes pour savoir est-ce que les personnes, bah, dans des dimensions un petit peu plus collectives, est-ce que les personnes, sont, synchronisées en même temps quand ils ressentent, enfin quand voilà, je me perds dans mes mots, mais quand ils ressentent la même émotion et cetera. Enfin, c'est surtout ça, c'est les dynamiques émotionnelles plutôt qu'on va interfacer, plutôt que, ouais, des catégories d'émotions qui sont un ce serait on peut essayer de le faire, c'est-à-dire en plaçant la personne, par exemple, dans un environnement de peur et évidemment, si elle a un pic d'excitation, quand un avatar va surgir sur elle, on peut supposer qu'elle a peur, mais ce serait quand même vachement de l'interprétation, voilà et il y a plein de biais dans l'interfaçage émotionnel, notamment des biais interculturels et cetera donc voilà. Il y a Très beaucoup de bien. recherches à faire. Ah oui, c'est pour ça qu'on est tous là. Merveilleux. Une dernière question pour boucler et peut-être une réponse collective. Du coup, y a-t-il une opposition entre la XR à la maison et la XR en salle? Ah bah, si vous me posez la question, oui, évidemment. Ouais, bah oui, oui, la VR en salle, il y a un environnement qui est maîtrisé. En général, on est dans du multi-utilisateur, c'est pas forcément évident à faire à la maison. Il y a du déplacement libre aussi. Comme disait Axel, on n'a pas tous des salons de 50 mètres carrés pour bien profiter des particularités des casques de nouvelle génération. Donc, ouais, il y a une vraie différence entre la VR en salle et la VR à la maison. Et j'ai le sentiment que ça va quand même durer un certain temps. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de compléter la réponse, Axel ou Léa? Non, je C'est suis un vraiment peu du même avis. Mmh. Ouais, moi aussi, c'est vraiment une question d'opportunité. C'est-à-dire, en effet, dans des espaces plus grands qu'on a préinstallés, on a plus d'opportunités de gérer des choses que dans un salon où si je veux générer du vent, c'est plus compliqué. Si je veux générer des odeurs et que j'ai pas d'odorémètre, c'est compliqué. Bref, il y a plein de facteurs qu'on contrôle plus quand on maîtrise la salle et les lieux à l'avance. Or, dans le salon des gens, on le maîtrise pas. Et donc, on le maîtrisera jamais. Enfin, c'est compliqué. Eh bien, écoutez, merci infiniment.
Sur ces mots, je déclare terminé, clôturé ce premier webinaire post-Covid pour la FXR. Je remercie sincèrement Frédéric, Léa et Axel d'avoir très joliment et très parfaitement animé cette discussion. Et je pense que ça en appelle un suivant, un peu sur la même thématique, peut-être avec un angle d'attaque un petit peu différent, mais je pense qu'on en a pour quelques webinaires, et puis surtout très évolutifs dans le temps, donc c'est juste parfait. Voilà. Merci à vous. Et je passe la parole à David qui a levé la main. Ouais, un petit mot de la fin pour cette nouvelle série. N'hésitez pas à aller commenter, par exemple, sur le post LinkedIn, ce que vous avez pensé du webinaire. S'il y a des sujets sur lesquels vous voudriez Ouais. qu'on se plonge, ça serait très, très bienvenu pour la suite. Et puis, n'oubliez pas que donc les 28, 29 et 30 octobre se tiendront les journées de la XR française, XR, s'appellera comme on veut, à Évry, donc tout près de Paris, et on attend à la fois des industriels, des industries créatives et culturelles et des autres industries, des chercheurs, des enseignants, des, des élèves, doctorants, chercheurs eux-mêmes, pour continuer de creuser cette synergie entre tous ces mondes et voir comment la science peut influencer les usages et réciproquement. À très bientôt, donc, on espère. Bon, merci à tous les trois et merci Sophie aussi pour Merci, toute Sophie. cette préparation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne Merci. soirée, au revoir. Au revoir tout le Au monde. revoir. Bye bye. Bon, ben voilà. Bravo, Sophie. Merci. J'ai Bah, j'ai laissé, écoute, bon, hein, j'ai laissé franchement, passer, Léa. Bon, une erreur, ça va, j'ai fait une erreur. Bon. il n'y a que toi qui sais que tu as fait une erreur. Non, non, c'était super. Tu avais l'air très à l'aise et tout. C'était nickel chrome. Stopper J'ai la chance de les, l'enregistrement, de les peut-être, ou pas? connaître. Ouais, Excuse-moi, Guillaume, je t'ai pas entendu. Non, non, c'était juste pour demander de stopper l'enregistrement. Ah oui. exact. Bon, J'y pense. hop.